Bonjour à tous et bienvenue Bonjour! sur Confine ta science. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien? Et bienvenue du coup pour ce 19e live de Confine ta science. On approche du 20e, c'est vraiment fou tout ce qui se passe. Je suis Clémentine et à ma... Voilà, juste là, il y a Pagna. Je sais jamais de quel côté pointer. Euh, Ouais. Aujourd'hui, on va vous parler de l'effet lotus, de l'hydrophilie, de l'hydrophobie. On va faire des petites expériences et on va essayer d'en comprendre un petit peu plus là-dessus. Mais tout d'abord, un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que Confine ta science. Alors, Confine ta science, c'est les activités en période de crise sanitaire qui sont proposées par l'Espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, donc qui est le centre de sciences de l'ESPCI Paris, donc une école d'ingénieurs à Paris. Donc normalement, on propose des animations vraies. Pour l'instant, ça ne peut pas reprendre, donc on continue à proposer ces animations sur Internet. Pas vraiment en 3D, mais voilà. On est aujourd'hui avec Pania. Paul est dans le chat, donc c'est Schnafoum avec la petite épée. Donc n'hésitez pas, si vous avez des problèmes techniques et tout ça, à les poser dans le chat. Et d'ailleurs, en parlant du chat, bah voilà, n'hésitez pas à communiquer avec nous, à nous poser toutes les questions que vous voulez, que vous avez. On est là pour ça. Et surtout, en fait, on va avoir quelqu'un qui pourra y répondre peut-être mieux que nous à la fin sur tout ce dont on va parler. C'est David Kéré, donc qui est chercheur et qui sera là pour la deuxième partie de cette animation. Et donc, il pourra répondre à toutes vos questions. Dans le chat, comme d'habitude, on reste courtois, cordial. On évite de mettre des messages qui sont trop inutiles, etc. Et aussi, si vous n'avez pas de compte Twitch, là, c'est hyper important. Envoyez-nous des mails pour participer. Proposez-nous des remarques, des questions, etc. Envoyez-les nous par mail. Donc, l'adresse mail, comme d'habitude, c'est confinetatience@gmail.com. Je pense que Paul va pas tarder à la mettre dans le chat. Mais allez-y, on surveille, on prend en compte vos questions, vos remarques, et Paul nous les relaye. Donc, posez-nous vos questions. Voilà, il vient de mettre l'adresse mail. Pania, est-ce qu'il y a des choses que j'oublie? Non, tout va bien. Je dis bonjour aussi de mon côté. Et je suis contente qu'on est ensemble aujourd'hui. Et si tout va bien, on peut commencer, Clémentine. On y Exact. va? Commençons. Alors, Alors, du coup, on a dit que notre animation, ça s'appelle Effet Lotus. D'accord? Mais est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un lotus? Et pourquoi on va en parler aujourd'hui? Est-ce que vous avez une idée? Alors, c'est quoi un Alors, lotus? j'attends vos réponses. C'est quoi un lotus et c'est quoi le lien peut-être entre le lotus et le sujet de l'animation? Peut-être que vous avez déjà oublié. Alors, un lotus, c'est une fleur, Tout à nous dit fait. Laetitia. On voit bien que Laetitia, c'est une fleur, exactement, qui habite où? Est-ce que vous avez déjà vu un lotus? Ça habite où? Ouais. C'est une très bonne question, Pagne. C'est... Où est-ce qu'on peut trouver cette fleur? Et est-ce que vous avez déjà vu cette fleur? Et est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, quelle couleur, elle est de quelle couleur? Dans l'eau? Eh bien oui, elle vit dans l'eau, tout à fait, sur Ok. les nénuphars. En fait, apparemment, il y a une petite différence entre nénuphar et lotus. Mais les deux, ils vivent dans l'eau, exactement. À peu de profondeur, dans les eaux à peu de profondeur, exactement. Et du coup, Clémentine, tu peux nous montrer la belle photo de Là, lotus? ouais. Eh bien, voilà une fleur de ici. C'est une fleur assez belle, assez grosse, avec des pétales roses. Mais ce qui est impressionnant par rapport à cette fleur, c'est pas, en fait, c'est pas sa forme, mais c'est plutôt qu'elle vit dans l'eau, mais elle n'est jamais mouillée. Elle est toujours toute sèche, toute propre. Même quand il pleut et tout ça, on la mouille, ces feuilles, ils restent toutes sèches et toutes propres. C'est pour ça que d'ailleurs, dans beaucoup de cultures, comme en Asie et comme en Inde, c'est le symbole de pureté. Du coup, on y passe pour comment ça se fait si on mouille.
les, les, les feuilles de lotus. Je t'ai mis la photo, Pania. Tu veux que je mette la vidéo? Voilà. Voilà. D'abord, on voit cette photo. En fait, vous voyez bien, quand on mouille la feuille de lotus, on voit des gouttelettes, on voit des gouttes de l'eau qui restent sur la feuille. En fait, ils restent dispersés. Les plus petites, ils restent quasi sphériques et les plus grosses, eh ben, ils sont un peu plus aplatis. Mais pourquoi? C'est trop bizarre, ça. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience, déjà l'occasion de faire cette expérience, la fleur de lotus et jouer avec. Sinon, on va vous montrer une vidéo qui nous montre ça. Hop. Voilà, donc là, ce que vous voyez, c'est une vidéo où on voit quelqu'un avec ses mains mettre une feuille de lotus sous l'eau. Et regardez comment elle ressort. Là, donc là, elle est sous l'eau, hein, elle est complètement mouillée. Regardez comment elle ressort. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle a été mouillée, cette feuille de lotus? Il y a de la musique très forte. Ah, excusez-moi. Normalement, il n'y a plus de musique là. Merci, Paul. Et oui, effectivement, quand elle ressort de l'eau, on a l'impression qu'elle n'est pas du tout mouillée. Mouillée. Elle sort toute sèche. Et d'ailleurs, c'est super bien parce que c'est un système de auto-nettoyage. Parce que par ce système, toute la poussière, la saleté, tout ça, les bouts, eh ben, ils partent, ils glissent avec les gouttes d'eau. Du coup, la feuille, elle reste toute propre, toute sèche. Est-ce que vous avez une idée peut-être de pourquoi ça fait ça? C'est un peu, c'est imperméable. Ouais, exactement. C'est imperméable. C'est un peu le même système que les imperméables. Et est-ce que vous connaissez le nom qu'on donne à ce phénomène quand une matière ne veut pas se mouiller, refuse de se mouiller? Très hydrophobe. Ok. Hydrophobe. Ça veut dire quoi, hydrophobe? Eh ben, vous avez parlé de mot hydrophobe. Hydrophobe, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Exactement. Il y en a qui savent comment on peut décomposer ce mot, par exemple. D'où ça vient le mot hydrophobe? Peur de l'eau. C'est vrai, quand on a peur de l'eau, ça veut dire la phobie, en fait, la phobie de l'eau. Comme Clémentine a expliqué, l'hydrophobe est le contraire, qu'est-ce qu'il pourrait être d'ailleurs? Que vous avez une idée, si on aime l'eau, qu'est-ce qu'il pourrait être? Le contraire d'hydrophobe. On attend un petit peu. Et en attendant, on s'appelle hydro. Hydro dans le grec ancien, ça s'appelle l'eau. Et quand on parle de la phobie, c'est-à-dire avoir peur. Du coup, hydrophobie, voilà, ne pas aimer l'eau. Et le contraire, c'est hydrophilie, exactement. Du coup, hydrophilie, c'est quand on aime bien l'eau, quand on aime bien toucher l'eau, avoir le contact. Et ça s'appelle hydro, c'est-à-dire l'eau, philie, aimer l'eau. Donc ça, ces deux termes, c'est les noms scientifiques qu'on donne quand une matière, soit elle aime l'eau, donc on dit qu'elle est hydrophile, soit au contraire, elle n'aime pas du tout l'eau, et dans ce cas-là, on dit qu'elle est hydrophobe. Alors après, il n'y a pas une séparation nette. Toi, t'es hydrophile, toi, t'es hydrophobe. En fait, il y a des matériaux qui sont aussi parfois au milieu, un peu hydrophiles et un peu hydrophobes. Donc ça, il y a tout un spectre comme ça. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de faire des expériences pour essayer de voir si des matériaux de la vie de tous les jours, des matériaux qu'on connaît, et puis découvrir d'autres matériaux pour savoir s'ils sont hydrophiles ou hydrophobes. Et ça va être à vous de nous proposer les expériences qu'on pourrait faire avec du matériel que vous avez chez vous et d'autres matériels qu'on a chez nous. Alors la première chose qu'on va faire, c'est une manip que je vais vous guider, qu'on va tous faire ensemble, parce que c'est une manip qui est toute simple à faire et qui est très belle à voir. Donc pour ça, normalement dans la liste de matériel qu'on vous avait envoyé, il y avait de l'huile et de l'eau. Alors, je vais vous laisser le temps de préparer un petit peu le matériel de base. Donc il va falloir un verre rempli d'huile, avec de l'huile dedans. Moi j'ai choisi le plus petit verre, d'accord, en diamètre que j'ai pour pouvoir ne pas gâcher trop d'huile. Mais en fait cette huile après je pourrais complètement la réutiliser parce que mon verre il est propre. Donc j'ai juste mis de l'huile d'olive dedans
que je réutiliserai et que je mettrai dans ma bouteille, je remettrai dans ma bouteille ou directement dans ma poêle ce soir quand je voudrais cuisiner des courgettes, on va dire. Donc vous pourrez la réutiliser. Donc n'ayez pas peur, c'est pas grave si vous utilisez, si vous mettez dans un verre, c'est juste moins pratique à conserver. Mais donc le truc de base, c'est de mettre de l'huile dans un verre. Est-ce que c'est bon pour vous, ça? Je peux peut-être attendre un petit peu que vous puissiez le faire. Hop, donc j'ai l'impression qu'il y a des remarques positives. Et ensuite, Oui. ce qu'on va faire, c'est faire tomber quelques gouttes d'eau à l'intérieur de ce verre pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées de, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer si je fais tomber, je prends un petit peu d'eau et que je fais tomber des gouttes dans l'huile? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée de ce qui pourrait bien se passer? Alors, on peut faire l'inverse. Alors non, on ne peut pas faire l'inverse. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et c'est un peu lié à l'explication qu'on va essayer de trouver ensemble. Qu'est-ce qui se passe à votre avis si on met des gouttes d'huile dans l'eau? Des gouttes d'eau dans l'huile. Des bulles. Ça fait des bulles. Ok. L'eau va se mettre en haut et en bas. C'est Quentin qui L'eau va dit. se mettre en haut ou en bas? C'est une bonne question qu'on peut vous poser. Est-ce que l'eau va aller au fond ou va rester en haut? On nous dit que l'huile va aller au fond. Alors, Mintazar nous dit l'huile va aller au fond. Anna Fanta n'est pas d'accord. L'eau tombe. Quentin va nous dire en bas. D'accord. Donc, en fait, on ne sait pas trop. Je vous propose qu'on fasse l'expérience. Moi, pour être sûre de faire des gouttes, j'ai ce petit outil. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un pinceau pour aquarelle. C'est un pinceau à réservoir d'eau pour aller en voyage. Et en fait, c'est tout simple. Il y a un réservoir d'eau et en fait, on ferme le pinceau, ce qui permet d'avoir de l'eau dans le pinceau. Moi, aujourd'hui, je vais l'utiliser comme une petite pipette pour faire des gouttes dans mon verre. Alors, je vais m'approcher de la caméra. Je ne sais pas si on voit bien. Là, je vais essayer d'éviter les reflets. J'ai l'impression qu'on voit bien. Et je vais faire tomber des gouttes d'eau. Alors, regardez bien ce qui se passe. On voit très bien, oui. Wow. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on voit alors? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire ce qu'on voit? Puisqu'il dit, moi, je pense plutôt que lui, il va rester en surface. Ok. Donc, vous avez... Et là, on voit carrément... Vous avez raison, puisqu'a priori, ce qu'on voit là, c'est de l'eau. Oula, une grosse goutte. Des bulles. Alors, est-ce que c'est des bulles? On peut se poser cette question. Est-ce que c'est des bulles? Qu'est-ce que c'est une bulle? Est-ce que c'est des bulles qui tombent au fond? Qu'est-ce qui est tombé au fond? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ma pipette, là, de mon pinceau que j'utilise comme une pipette? N'hésitez pas à le faire chez vous parce que... Oula, je mets de l'eau partout sur l'ordinateur. Super. C'est des bulles d'eau. Ok. Donc ça veut dire... Est-ce qu'il y a de l'air dans mes bulles comme d'habitude quand je fais des bulles de savon, par exemple? Est-ce qu'il y a de l'air dedans? Laetitia, il nous dit que c'est de l'oxygène. Okay. Alors, dans l'eau, il y a effectivement de l'oxygène. Mais en fait, ce qui est à l'intérieur de mes bulles, c'est l'eau qui a pris la forme d'une bulle. Exactement. En fait, ce qu'il y a... En fait, on peut même pas dire que ce sont des bulles, parce qu'une bulle, par définition, c'est rempli d'air. D'accord? Or là, est-ce qu'il y a de l'air dans ces bulles? Non. C'est tout simplement des gouttes d'eau qui restent sous forme de gouttes quand elles sont dans l'huile. Alors, on pouvait se demander si elles allaient rester à la surface ou tomber. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire le contraire. On ne peut pas mettre des gouttes d'huile dans l'eau, parce que comme on le voit, si on mettait de l'huile dans de l'eau, l'huile il resterait à la surface, il flotte sur l'eau, et donc on ne verrait pas du tout ces très belles gouttes d'eau qui tombent au fond de l'huile. À votre avis, l'huile, du coup, pour en venir à notre problème, est-ce que c'est hydrophile ou hydrophobe? Est-ce que vous avez une idée? Après cette expérience, normalement, vous pourriez peut-être avoir une idée. Donc, on précise bien quand on parle de l'hydrophobe, c'est-à-dire quelque chose qui n'aime pas l'eau, qui n'aime pas se mélanger, par exemple, à l'eau.
qui a peur de l'eau. Et quand on parle de l'hydrophile, c'est-à-dire une matière qui aime bien l'eau, qui aime bien être en contact avec de l'eau. Du coup, on voit très bien que sur le texte, Clémentine, on a des réponses qui disent hydrophobe. Exactement, vous avez raison. Quand vous avez bien raison. Anna, si je ne me trompe pas, et là, vous avez bien raison. On voit bien que l'huile et l'eau, est-ce qu'ils se mélangent? Est-ce qu'ils arrivent à devenir un mélange complètement homogène ou est-ce que, en fait, plutôt pas? Moi, je vais pas attendre peut-être que vous répondiez. Effectivement, non. L'huile et l'eau, elles se mélangent pas du tout. D'ailleurs, on le voit même là, quand j'approche de la caméra, les bulles, les gouttes d'eau, elles sont restées au fond et elles se sont pas du tout mélangées à l'huile. Et c'est trop bien parce qu'on voit exactement à peu près des gouttes d'eau ici dans l'huile que sur la feuille de lotus. Donc, la feuille de lotus, comme on avait déjà dit, c'est aussi hydrophobe parce que les gouttes d'eau, ils forment plutôt des sphères, ils restent, ils se mélangent pas et du coup, ils sont bien dispersés sur la feuille. Et voilà. Donc, le premier test que vous pouvez faire pour savoir si deux liquides ou un liquide est hydrophile ou hydrophobe, c'est tout simplement essayer de le mélanger à l'eau. Si ça se mélange, alors on peut dire qu'il est comment le liquide? Si le liquide que j'essaye de mélanger à l'eau, il se mélange à l'eau. À votre avis, le liquide, il est quoi dans ce cas-là? Hydrophile ou hydrophobe? La grenadine est hydrophile, exactement. Si tu as fait cette expérience, c'est très bien. Du coup, tu as mis la grenadine dans l'eau et ça a bien mélangé. Donc, c'est hydrophile. Exactement. Donc, pour des liquides, c'est assez facile de voir. C'est très simple d'essayer de faire des gouttes dans un liquide et de voir si ça se mélange ou pas. Si ça se mélange, si ça se mélange à l'eau, alors c'est hydrophile. Et si ça se mélange pas à l'eau, alors c'est hydrophobe. Et donc, on voit bien là que l'huile et l'eau sont complètement hydrophobes. L'huile est complètement hydrophobe. Elle ne veut pas se mélanger à l'eau. Donc ça, c'est le premier test, tout simple. Alors, du coup, jusque-là, on a la grenadine qui est un liquide hydrophile. On a de l'huile d'olive qui est un liquide hydrophobe. Et comment on peut faire pour les matières qui sont plus dures, on va dire les solides? Par exemple, je ne sais pas si vous voyez des solides autour de vous. Moi, j'ai un torchon en tissu, du feuille. Moi, j'ai une plume. Du bois. J'ai du papier. Comment on pourrait faire pour essayer de savoir si ces matières sont hydrophiles et hydrophobes? Est-ce que vous avez des idées de tests précis? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer avec Pania à peu près, voilà, là, ce que vous voyez, c'est à peu près le matériel que chacune a chez soi. On n'a pas les mêmes. On a décidé d'avoir pas les mêmes matières chez nous pour faire des tests et essayer de comprendre si cette matière, elle est hydrophile ou hydrophobe. Il y en a que vous vous doutez, déjà, mais on va essayer de comprendre ce qui nous permet de dire que cette matière, elle est hydrophile ou hydrophobe. Par exemple, Quentin, tu nous dis le papier est hydrophile. Pourquoi est-ce que tu nous dis que le papier est hydrophile? Comment est-ce que tu le sais? Et Clémentine, si tu as le papier, est-ce que tu peux nous montrer qu'est-ce qui se passe si on mouille le papier? Alors, on a d'ailleurs une première remarque de Anna Fanta. Si la matière absorbe l'eau, elle est hydrophile. Ok. Et bien, dans ce cas-là... Ça, c'est un Dans ce cas-là, je vous propose peut-être de commencer par... On fera le papier après, parce qu'effectivement, le papier, ça absorbe l'eau aussi. Mais il y a une autre manière de voir que le papier est hydrophile. On va commencer par l'expérience de base avec l'éponge que Pania a chez elle. Parce qu'on a dit, si la matière absorbe l'eau, alors elle est hydrophile. Et l'éponge, c'est peut-être la matière la plus facile pour dire elle absorbe l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà nettoyé quelque chose avec de l'éponge ou faire des vaisselles, bien sûr. Et c'est ça qui est pratique chez l'éponge, c'est que on peut mettre de l'eau, je vais mettre un petit peu de l'eau, et cette matière, c'est-à-dire l'éponge, ça absorbe l'eau. On voit tout à fait que l'eau, il ne reste même pas sur la surface, il va sur les petits trous de l'éponge. Et du coup, on voit bien qu'ils ont une bonne amitié ensemble. Du coup, l'éponge, c'est sans doute hydrophile. C'est même sûr, hein. Parce que, est-ce que tu as de l'huile chez toi ou pas, Pania?
Non, j'ai pas T'as préparé pas préparé l'huile. d'huile? D'accord. Parce que on peut... Par contre, j'ai un tissu aussi. J'ai un tissu, voilà, j'ai un torchon. Et on voit quasiment le même comportement, de toute façon, avec ce tissu que j'ai dans la main. C'est-à-dire, si je mets de l'eau sur le tissu, je ne sais pas si vous voyez bien, il n'y a rien qui est absorbé. Du coup, on peut dire que l'eau et ce tissu, ils ont bonne amitié aussi, très très bon contact avec de l'eau, et mon tissu est hydrophile. Ouais. Donc, on a dit, a priori, effectivement, qu'une matière qui absorbe l'eau, si l'eau, elle rentre dans un matériau, alors ce matériau-là, il est hydrophile. Effectivement, a priori, si l'eau n'aimait pas ce matériau-là, elle n'aurait pas envie de rentrer dedans. Et pour en revenir au papier, tout à l'heure on posait la question du papier, il y a une autre manière de savoir et de réaliser, donc là j'ai mes feuilles de papier, que le papier il est hydrophile. Donc on pourrait mettre le papier dans l'eau, comme vous l'avez suggéré, et attendre de voir qu'il absorbe l'eau. Est-ce qu'il y en a qui ont une autre idée de ce qu'on pourrait faire pour montrer que le papier est hydrophile? Une autre expérience que de le mettre dans l'eau comme ça et attendre qu'il absorbe l'eau. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées? Et si ça lag, eh ben, je suis désolée, essayez peut-être de réactualiser votre navigateur ou de vous rapprocher de votre box. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées? Une autre idée d'expérience? Ça m'a donné soif. Le papier absorbe l'eau. L'avantage de faire des expériences avec l'eau, c'est qu'on peut boire quand on veut. Et du coup, n'hésitez pas à tester plein de matériels qui sont autour de vous pour voir s'ils sont hydrophiles ou hydrophobes. Ok. Et c'est pas toujours facile de préciser. Alors, Laetitia on va voir ça ensemble. Alors, tu dis faire couler de l'eau dessus. Et qu'est-ce qu'on devrait voir alors, si c'est hydrophile? Si je fais couler de l'eau sur du papier, qu'est-ce qu'on devrait voir? Est-ce qu'on devrait voir quelque chose de spécial pour nous dire que c'est hydrophile? Ou pas du tout. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Peut-être que tu peux nous montrer, Clémentine. Je vais faire couler de l'eau. Je vais garder mon système de pipette. Je vais mettre mon torchon. Hop. Parce que si ça coule et que ça coule sur l'ordinateur, on est un peu embêté. Hop. Donc là, vous voyez bien. Je ne sais pas. Je fais couler de l'eau. Ok, alors qu'est-ce qui se passe quand je fais couler de l'eau? Ah oui, l'eau glisse un petit peu là-dessus. Alors, il y a de l'eau qui glisse. Mais est-ce que ça mouille la feuille aussi ou pas? On voit pas. Je vais approcher. Je vais approcher, mais c'est juste que s'il y a des gouttes qui tombent sur l'ordi. Alors, je m'approche et je vais voir ce qu'on voit. Donc, ce qu'on voit... Ah oui, d'accord. Du coup, ça mouille un petit peu la feuille. Pourtant, si trop d'eau, ça glisse aussi un petit peu. Ouais, alors, si je mets beaucoup d'eau, ça glisse. Mais par contre, si j'en mets un tout petit peu, bah, ça glisse pas tant que ça. Hein. On voit que... hop, ça reste quand même un peu sur papier. Oh, putain, sur l'ordi, pardon. Excusez-moi. C'est le challenge de faire des manips avec de l'eau. Voilà. Donc, sur le papier, effectivement, ça a mouillé le papier. Effectivement, ça l'a ramolli parce que le papier a absorbé l'eau. Et ben, je vous propose maintenant de coller à votre première feuille de papier. Et ça, vous pouvez le faire en même temps que moi. Vous mouillez une première feuille de papier. Donc, il est mouillé. Il y a de l'eau qui reste à la surface. Vous voyez, il y a encore des petites gouttes. Ça brille encore, il y a encore un petit peu d'eau. Et vous prenez une deuxième feuille de papier, cette fois complètement sèche. Alors moi, j'ai pris du brouillon, d'accord, parce que pas besoin d'utiliser du papier neuf. Et ensuite, je le mets sur le premier papier. Et j'essaie ensuite de tenir les deux feuilles de papier ensemble. Effectivement, ça va coller. Mais pourquoi ça colle? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça colle? Donc, il y en a qui ont fait l'expérience, qui nous disent ça colle. C'est-à-dire, l'eau joue le rôle de colle, en fait, ici. Car c'est hydrophile. Donc ça, c'est une bonne réponse. Ça fait ventouse un petit peu. Le deuxième papier absorbe l'eau. Effectivement.
Et du coup, ça montre évidemment que le papier, c'est Donc, hydrophile. une deuxième expérience pour savoir si une matière, elle est hydrophile ou hydrophobe, c'est de montrer que si on arrive à coller quelque chose grâce à de l'eau sur une surface, et bien dans ce cas-là, on peut dire que cette surface, elle est hydrophile. Parce que si elle était hydrophobe, alors la deuxième surface qu'on a collée aurait pas du tout envie de rester collée, de rester adhérée et d'absorber l'eau qui est sur la première surface. Donc, un autre test pour savoir si c'est hydrophile, on essaye de coller une surface grâce à l'eau. D'accord? C'est assez simple et ça permet de dire de manière assez fiable que c'est hydrophile. Si l'eau réussit à faire coller deux surfaces ensemble, alors on peut montrer que c'est hydrophile. Est-ce que vous voyez peut-être, Tania, présente-nous d'autres objets que tu as devant toi et sur lesquels on pourrait faire l'expérience. Exactement. Du coup, moi, j'aimerais bien continuer avec une serviette. Si vous n'avez pas de serviette, vous pouvez aussi utiliser le papier toilette. D'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là tout à l'heure avec nous ou pas, mais je pense que ça fait un peu pareil que le papier qu'on vient de faire là tout à l'heure avec Clémentine. Je vais faire cette expérience pour être sûre. Je prends exactement le même réservoir. On a exactement le même pinceau avec Clémentine. Si les deux ont fait la peinture. Du coup, je prends mon pinceau, mon réservoir de l'eau et je mets des gouttes sous ma feuille. Est-ce que c'est bien évident? Oui, ça va. On voit très bien. Et sinon, Quentin, le test, effectivement, il peut se faire avec des objets plutôt pas lourds, sinon ça ne colle pas. Effectivement. Hein. Alors, du coup, là, je vois carrément que mon papier, la serviette, elle a bien absorbé l'eau. Mais notre vie quotidienne, ce serait quand même intéressant d'avoir des choses imperméables, c'est-à-dire des choses hydrophobes, des choses qui ne se mouillent pas avec de l'eau. Par exemple, si on arrive à avoir des tissus qui sont hydrophobes, bah, ça nous protège d'être mouillés quand il pleut. Vous connaissez si on arrive à... des tissus hydrophobes. Vas-y. Voilà, des tissus hydrophobes. Ou même si on veut, par exemple, protéger le mur du bâtiment par rapport à la pluie, on peut avoir, par exemple, les peintures hydrophobes qui ne se mouillent pas avec de l'eau. Et du coup, ça peut protéger le mur et ça peut éviter d'abîmer le mur. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez une idée? Comment je peux rendre cette serviette qui est hydrophile sans doute? Effectivement, les kawaii, les manteaux, tout ça, a priori, c'est plutôt hydrophobe. Ça a une couverture hydrophobe à l'extérieur et ça n'absorbe pas trop l'eau pour qu'on ne soit pas mouillé. Et donc, comment on pourrait faire pour rendre cette serviette hydrophobe? Et je vais remettre l'image du matériel. Ce que vous voyez... Chez Pagna, il y a un petit indice sur l'image, la photo du matériel de Pagna. On pourrait y mettre de l'huile. Alors, oui, c'est vrai, c'est une idée. On pourrait mettre de l'huile et dans ce cas, effectivement, ça deviendrait plus hydrophobe. Par contre, imaginez que vous vous habillez avec un tissu qui est recouvert d'huile. Ce ne serait pas forcément le plus agréable. Donc, ça, c'est une bonne stratégie. Peut-être que vous pouvez d'ailleurs la tester chez vous. Si vous avez une serviette en papier, du papier toilette, que vous imbibez d'huile et ensuite vous mettez des gouttes d'eau dessus et vous pouvez regarder ce qui se passe pour voir si la feuille arrive quand même à absorber l'eau ou pas. C'est une très bonne idée d'expérience. Est-ce qu'il y en a une autre idée qui vous vient en regardant le matériel qu'il y a chez Pagna? Alors, la couvrir d'un autre objet hydrophobe. Autre objet. Alors, quel serait cet objet hydrophobe qui est représenté, qui est dans les photos qu'il y a chez Pagna? Est-ce que vous avez une idée d'un objet hydrophobe qui est sur le matériel de Pagna? Parmi les objets que j'en ai, on a déjà testé l'éponge qui est hydrophile. Le bout de bois, on va dire que c'est hydrophile. Non, c'est rien pour l'instant. L'aluminium. Alors, on n'a pas fait, mais moi je l'ai fait avant. On nous demande si le couvercle en métal. On nous demande si c'est l'aluminium ou si c'est le couvercle en métal. Est-ce que c'est ça, Pagna? En fait, j'ai pas fait le test, mais là tout à l'heure, si vous voulez qu'on fasse le test ensemble avec le papier d'alu, si je mets un petit peu,
pas si ça se voit bien. Si je regarde le papier, je vois que l'eau glisse facilement sur le papier d'alu. Et là, il faut que je protège mon ordinateur. OK. Et du coup, ça étale bien sur la surface. Est-ce que tu arrives à faire coller... À mon avis, le papier d'alu. Est-ce que tu arrives à faire coller 2 bouts de papier d'aluminium ensemble grâce à l'eau? On va faire ça. Parce que ça, c'est un bon test pour nous dire si c'est hydrophile ou hydrophobe et si c'est une bonne idée d'utiliser du papier aluminium pour protéger du tissu. Exactement. Par contre, je pense qu'il faut avoir des surfaces assez lisses. Du coup, j'essaye de ne pas trop tordre mon papier d'alu. OK. Du coup, je vais mettre de l'eau sur une surface et je vais coller à l'autre. Et oui, ça colle bien. Bon. Donc, mon papier d'alu que j'ai à la maison, je peux dire que c'est hydrophile. C'est plutôt hydrophile alors ce papier. Donc, ça peut pas... Donc, c'est pas une très bonne idée pour imperméabiliser la serviette. Alors, on nous proposait le tissu. Alors, c'était quel tissu? Est-ce que je vais remettre la photo de Pania? Quel tissu? Est-ce que c'était la serviette bleue? Laetitia Format? Oui, la serviette que j'en avais, le torchon, bah, c'était aussi hydrophile parce que ça a bien absorbé l'eau. Si vous n'avez pas d'autres idées, peut-être que je vais donner la réponse, Clémentine. Alors, du coup, je vais utiliser cet objet. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous reconnaissez ce que c'est? L'objet que tient Pania dans sa main. Alors, on a, fun fact, un chat est à la fois hydrophile et hydrophobe. Ok. Ensuite, on a un aboiement de chien. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y en a qui identifient l'objet que tient Pania dans sa main? Mais après, c'est pas très difficile à deviner. Sans doute, c'est une bougie. C'est une bougie. Qu'est-ce qui se passe si j'allume cette bougie? Alors, c'est une étape si vous avez chez vous une bougie, si vous aviez du matériel que Pania, dans la liste de matériel, la bougie, on demande aux enfants d'être accompagnés par les adultes pour faire cette étape, parce que bon, c'est une bougie, ça nécessite du feu. Pania, tu peux baisser ta caméra, on ne voit pas ce que tu fais. Alors, très bien, d'accord. Est-ce que ça va maintenant? Oui. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on allume la bougie? On voit que il fout. Et qu'est-ce qui coule? Qu'est-ce qui coule dans le fameux couvercle en métal de Pania? La cire tombe. La cire tombe. Bon, cette fois-ci, je fais tomber la cire sur ma serviette de tout à l'heure. D'accord? Non. Est-ce que ça va? Ça se voit bien? Oui, ça se voit très bien, c'est parfait. C'est parfait parce que j'ai une bougie bien foncée. Du coup, on voit très bien que la cire aussi, elle est foncée. Du coup, on voit très bien les traces d'eau. Alors, mes cires. Surtout, les enfants, faites ça avec un adulte. Du coup, j'ai plus besoin de ma bougie. Je la mets à côté. Et maintenant, j'ai ma serviette qui était recouverte de la cire. Je peux faire la même expérience de tout à l'heure avec notre pinceau. Oui, pépite. Du coup, je vais mouiller d'abord cette partie-là qui n'est pas la cire dessus. On voit très bien que l'eau est absorbée. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez bien l'eau absorbée par la serviette là où il n'y a pas la cire. Ok, on voit très bien. Moi, je le vois très bien. Eh bien, parfait. Du coup, maintenant, je mets de l'eau de l'autre côté. Regardez qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est bien. Essaye de les faire tenir peut-être. On voit bien, mais essaye de mettre à plat pour qu'on les voit tenir dessus. D'accord. Ça coule, effectivement. Et regardez ce qui se passe. À la surface de la cire, là où Pania a fait tomber des gouttes d'eau. Et tout. Je vois très bien que la goutte d'eau, elle reste quand même de la même quantité que j'ai coulé, en fait. Je vois que, je peux dire qu'il n'est pas du tout absorbé. Est-ce que vous le voyez? Et... Monte un peu plus. Voilà, là, c'est parfait.
Donc juste à l'endroit où Pania, elle a mis la cire, elle a fait couler de la cire, qu'est-ce qui se passe avec la goutte? Est-ce qu'elle arrive à être absorbée dans la feuille, dans la serviette? Non, j'ai pas l'impression. Et si je fais comme ça, bah, la grosse goutte coule. Et ce qui est marrant, c'est que, et hop, juste derrière ma serviette, je peux voir que la partie où il y avait la cire, bah, peut-être que c'est pas très évident sur la caméra, mais cette partie-là, elle est toute sèche. Et tout autour, où j'ai mis de l'eau, c'est mouillé. Du coup, là, la cire a protégé ma serviette d'être mouillée. C'est-à-dire, j'ai couvert ma serviette avec de la cire et ça l'a protégée d'être mouillée. J'ai rendu cette matière hydrophile hydrophobe, juste en couvrant avec une autre matière hydrophobe qui est la cire de la bougie. Ok. Et donc, mais ça, cette application, elle a été utilisée dans le fait de mettre de la cire sur du tissu. Ça a donné le nom à un des manteaux les plus connus, notamment chez les marins. Est-ce que vous avez une idée de ce manteau qui est utilisé pour se protéger de l'eau maintenant par tout le monde? Souvent ils sont jaunes d'ailleurs, mais à la base c'était une invention pour les marins. Est-ce que vous avez une idée du nom de ce manteau? Vous vous en rappelez? Tout à l'heure on nous a proposé Kawe, alors c'est pas Kawe, c'est l'autre. Ciré machin. Eh ben, est-ce que vous avez déjà entendu le nom ciré? Est-ce que tu as un ciré où tu as mis ton ciré? Ou le mot une toile cirée? Une toile cirée, c'est une nappe qui est complètement imperméable, qui permet de laver et les traces d'eau ne s'imbibent pas dans la nappe, c'est un peu en plastique. À la base, en fait, c'est tout simplement du tissu qui a été trempé dans la cire et ensuite mis sur soi. Donc ça fait un ciré, un anorak, mais on appelait ça un ciré. Et tous les tissus qui étaient cirés, donc on les mettait dans la cire pour les rendre imperméables à l'eau et pour les rendre hydrophobes, ce qui faisait que du coup, ça faisait des habits qui protégeaient de l'eau. À la base, c'est ça l'invention. On s'est rendu compte que la cire, ça n'absorbait pas l'eau. Et on a décidé d'imperméabiliser le tissu, qui est plutôt hydrophile, comme on l'a vu, le coton en tout cas, comme on l'a vu avec l'expérience de la serviette en tissu de Pania, avec de la cire. Donc chez vous, je ne vous conseille pas d'essayer de le faire sur du vrai tissu, parce que c'est très dur à faire partir après. Hein. Ça part pas. Mais si vous voulez essayer, avec toutes les précautions, de faire fondre un petit peu de cire sur une feuille, une serviette en papier ou même un bout de papier normal, vous verrez que vous arrivez à rendre hydrophobe le papier ou la serviette. Peut-être avant qu'on passe à la dernière partie, je vous propose d'observer deux matières que moi j'ai chez moi et qui, pareil, je pense que vous ne connaissez pas. Donc vous ne pouvez pas faire les expériences chez vous. Le nom du manteau, un ciré, tout simplement. Un ciré. Après, il y a des cirés jaunes, des cirés de toutes les couleurs, des cirés marinières. Mais à la base, ça s'appelait un ciré. C-I-R-E. Donc, vous voyez que chez vous, pour savoir si un objet est hydrophile ou hydrophobe, c'est assez simple. Vous le prenez, vous le mettez en contact avec l'eau et vous observez ce qui se passe. Si vous voyez que ça absorbe l'eau, alors c'est hydrophile. Si vous voyez que ça n'absorbe pas l'eau, comme la cire, ou alors les gouttes d'eau, elles restent sous forme de gouttes, comme dans l'huile, ou alors comme sur la cire, alors là c'est hydrophobe. Ce que je vous propose, c'est de faire, moi, des expériences avec ces deux matières que j'ai à la maison. Je suis allée récupérer à l'ESPGG. Parce que vous allez voir, c'est vraiment très impressionnant. Donc, d'un côté, j'ai une poudre plutôt blanche, et de l'autre, j'ai du sable orange. Voilà. À votre avis, donc je vais vous donner un indice, il y en a un qui est hydrophile et l'autre qui est hydrophobe. Est-ce que vous avez une idée de lequel pourrait être lequel? Lequel est hydrophile et lequel est hydrophobe à votre avis? Il y en a qui ont une idée? Les bouteilles cassées, oui. Les bouteilles cassées. Hydrophile à gauche. Alors gauche, est-ce que c'est ça la gauche pour vous? Ça doit être la droite pour vous ça. Ma droite, oui. Donc le orange,
ce serait hydrophile. Le sable orange, ce serait l'hydrophile. Et la poudre blanche, ce serait l'hydrophobe. C'est ça, Quentin, ton hypothèse? Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres hypothèses? Donc, Laetitia pense la même chose. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres... Hydrophile à gauche, à droite. Donc, il y en a qui pensent que du coup, celui-là, le sable orange, c'est hydrophile. Est-ce qu'il y en a qui pensent le contraire? L'inverse. Ah, du coup, Quentin, en fait, finalement, tu penses que le orange est hydrophobe et le blanc hydrophile. Bon, écoutez, je vous propose de faire l'expérience et vous allez me dire, vous, lequel est hydrophile et lequel est hydrophobe. D'accord? Bug, ça bug. Ah bah si ça bug, je suis désolée. Il faut réactualiser. Donc pour la première, je vous propose de renverser un petit peu. On va faire dans des récipients qui sont exactement les mêmes. Hein, et on va mettre... Du coup, tu as commencé par la poudre orange. Je commence par la poudre orange. On va dire. Je commence par la poudre orange et je vais mettre un petit peu de poudre orange. Comme ça, un tout petit peu. Voilà. Donc au fond de mon récipient. Je pense que vous le voyez. Donc j'ai mis un petit peu de poudre orange au fond de mon récipient. Et là, à votre avis, qu'est-ce que je fais? Quentin qui nous dit je voulais dire hydrophobe, mais j'ai dit hydrophile. Bah, c'est vrai, hein, c'est pas toujours facile de prononcer les mots. Et en mots. parallèle, je vais mettre un petit peu de cette poudre blanche au fond de l'autre récipient. Et ok, très bonne hypothèse, Quentin. On met de l'eau. Alors, j'ai mes deux récipients avec à peu près la même quantité de poudre au fond. À peu près, hein, je vais pas compter, mais voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais attraper une bouteille d'eau et que je vais mettre de l'eau là-dedans. Et je vous laisse observer un petit peu ce que ça a donné. Ah oui. Ça donne un truc un peu bizarre. Je vous laisse observer et puis on va voir après. Et en parallèle, je vais mettre un petit peu d'eau. Enfin, de l'eau. Hop. Là-dedans. Pour être bien sûr que c'est homogène, j'avais là une baguette chinoise que je n'ai pas. Bah, tant pis, je vais mélanger comme ça. Et là, je vais mélanger comme ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on voit? Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Si vous voyez des comportements, des trucs bizarres. Hâte de voir. Bah déjà, on peut voir un truc qui est différent entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Déjà, il y avait clairement une différence flagrante. Parce que j'ai l'impression que la poudre blanche, quand tu fais, quand tu fais bouger ton verre, on voit que ça bouge pas, quoi. Oui, c'est vrai. C'est un espèce de quoi? J'ai l'impression que c'est un espèce de gelée ou je sais pas. Je vous montre. Est-ce que je peux retourner? Ouais. C'est un peu étrange hein, ce qui se passe avec cette poudre blanche. Et regardez ce qui se passe par contre avec ce sable. Je vais vous montrer un truc avec ce sable. Donc là, je suis allée chercher au fond. Et regardez ce qui s'est passé quand je l'ai sorti. Je vais essayer de me reculer un peu, de vous le montrer de manière correcte. Donc je vais chercher le sable au fond. Je le sors. Et regardez ce qu'il y a. Regardez comment est le sable que j'ai sorti de l'eau. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Le sable... Du coup, tu sors le sable, mais il reste tout sec. Exactement. Tout à fait, Quentin. Le sable est complètement... En fait, on voit carrément des grains de sable, c'est ça? Ah ouais. Dès que tu le sors de l'eau, il est tout sec. Dès que je sors ça de l'eau, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, j'essaie de vous montrer. Mais c'est vrai que clairement, le sable, bah, il est complètement sec quand je sors de l'eau. C'est un peu étrange ça. S'il est complètement sec et ça fait des trucs un peu bizarres dans l'eau, on voit qu'ils restent ensemble. Avec quoi, c'est très hydrophobe. Tout à fait. Bah, l'expression scientifique qu'on utilise pour parler des matières qui n'aiment pas du tout l'eau, qui n'aiment pas du tout avoir le contact avec de l'eau, c'est super hydrophobe.
C'est-à-dire, au lieu de dire très hydrophobe, on dit super hydrophobe. Donc, d'un côté, et au contraire, on a ce sable qui, quand je le mets dans l'eau et que je l'en ressors, on a l'impression qu'il a jamais été dans l'eau. Que, bah, en fait, on l'a jamais mis dans l'eau. Il est complètement sec. Et si je le remets dans l'eau, je sais pas si vous voyez très bien, mais on se rend compte qu'il y a comme des petits trucs brillants au milieu du sable. En fait, bah, le sable, il n'a pas du tout envie de toucher l'eau. Et ces petits trucs brillants que vous voyez un petit peu, mais je pense pas très bien. Peut-être que vous voyez que ça brille un petit peu. Bah, en fait, le sable, en plongeant au fond de l'eau, il a emmené un petit peu d'air pour se protéger et se faire une carapace autour de l'eau. Autour de lui pour se protéger de l'eau. Tellement ce sable, il aime pas l'eau. Tellement il est super hydrophobe. Vous voyez, dès que je le sors avec ma petite cuillère, je peux le remettre en poudre comme si il avait jamais été dans l'eau. Par contre, de l'autre côté, on a un phénomène qui est aussi très intéressant. Est-ce que vous voyez de l'eau dans mon verre? Parce que je vous assure, non, il a disparu. Vous m'avez vu faire, hein. Vous m'avez vu, hein. J'ai mis à peine un tout petit peu d'eau, un petit peu de poudre blanche, de cette poudre blanche au fond de mon verre. Et là, mon verre, il n'y a plus d'eau dedans. On dirait qu'il n'y a plus d'eau dedans. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça donne ce rendu? Je peux même carrément retourner mon verre. Il n'y a rien qui tombe, il n'y a rien qui goûte. Hein. C'est solide. Hein. C'est complètement solide. Est-ce qu'il y a... Vous avez des idées de ce qui a bien pu se passer? Alors, du coup, cette poudre blanche a absorbé tout l'eau que tu as coulé t'as versé dans le verre, en fait. Exactement. En gros. C'est tout à fait ça, Pania. Du coup, un pouvoir magique d'absorber l'eau, quoi. Pas magique. Mais effectivement, cette poudre, on va le voir là en direct. Faites très attention. Là, vous voyez que je rajoute l'eau. Et je vais attendre un peu. On va voir petit à petit la phase où on voit que c'est liquide au-dessus. Donc là, je bouge, c'est encore liquide. On le voit bouger. Et on va voir que petit à petit, ça va bouger de moins en moins. Voilà, là, ça commence à avoir vraiment du mal à bouger. Et là, si je le fais couler, ça coule encore un peu. Et là, ça coule de moins en moins. Et là, si je le retourne, bah, ça coule encore un tout petit peu. Alors, qu'est-ce que c'est cette poudre, Clémentine? Tu peux en dire un peu plus? Cette poudre, donc je vois qu'il n'y a personne qui fait des hypothèses, donc je vais expliquer un petit peu. Cette poudre, à la différence du sable orange qui était super hydrophobe, tellement hydrophobe qu'il n'avait pas du tout envie d'être mouillé par l'eau, au contraire, cette poudre, elle est super hydrophile. On dit qu'elle est super absorbante. L'eau se glisse à l'intérieur des mailles de la molécule, qui la fait gonfler, et les mailles de la molécule emprisonnent l'eau. Et au début, il y avait très peu de poudre, et toute l'eau, elle est rentrée à l'intérieur de la molécule super absorbante. Elle s'est fait absorber, ça fait gonfler la molécule, et là, maintenant, ben, on a l'impression qu'il n'y a plus du tout d'eau. En fait, si, il y a de l'eau, mais elle est emprisonnée à l'intérieur de la molécule. Comme si vous avez une éponge qui a absorbé toute l'eau. Ben, l'éponge, quand vous la pressez, ça fait ressortir l'eau. Bon, pour presser ça, c'est plus compliqué parce que c'est à l'échelle d'une molécule, donc c'est tout petit. Mais toute l'eau, elle est emprisonnée à l'intérieur. Et donc, vous avez vu cette poudre blanche gonfler. Et je pourrais rajouter encore de l'eau, que ça gonflerait. Et on appelle ça une poudre, une molécule, un polymère super absorbant. Est-ce que vous avez une idée d'application pour lequel ça pourrait être super utile d'avoir une poudre hyper absorbante comme ça? Donc pour Laetitia, par exemple, qui connaissait cette expérience, est-ce que tu as une idée d'endroits où ça pourrait être utile d'avoir pour les couches? Exactement. Les couches, oui. Du coup, c'est exactement la même poudre qu'on utilise dans les couches de bébé. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'est cette molécule-là, parce qu'il y en a plusieurs, des molécules qui sont capables d'absorber l'eau comme ça. Mais effectivement, dans les couches de bébé, c'est très pratique pour que le bébé, il n'ait pas l'impression d'être mouillé.
Parce que là, si je touche, j'ai l'impression que c'est un peu gélatineux, mais sec. Donc ça, c'était pour vous montrer qu'il y a des choses qui sont hydrophiles et hydrophobes, mais il y a aussi des matériaux qui sont carrément super hydrophiles et super hydrophobes. Et pour répondre à Quentin, qui est le plus hydrophobe entre le sable et le lotus, je ne sais pas, je te propose qu'on garde peut-être cette expérience, cette question pour David Kerry, qui est notre chercheur qui va arriver après, peut-être qu'il pourra expliquer et répondre à cette question. Pania, Alors, du coup, moi, j'aimerais bien ajouter une toute petite chose, en fait, à la fin de toutes les expériences qu'on a fait ensemble. Et j'aimerais bien qu'on discute ensemble pour voir qu'est-ce qui se passe exactement au niveau des surfaces des matières, qu'ils ont des comportements bizarres avec de l'eau. Il y en a qui sont hydrophiles, il y en a qui sont hydrophobes. Quand on regarde autour de nous dans la nature, il y a pas mal de plantes qui sont hydrophobes, comme la feuille de lotus, comme la feuille de chou, comme plein d'autres plantes. Et même dans les animaux, par exemple, les plumes de canard, ils sont hydrophobes. Du coup, ça fait que le canard, il est dans l'eau, mais il reste pas mouillé, quoi. Et du coup, ça nous a permis d'avoir cette question dans la tête que qu'est-ce que ça fait? Du coup, il y avait beaucoup de chercheurs qui ont essayé d'étudier ce sujet et voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la surface des matières et qu'est-ce qui se passe au niveau de contact avec de l'eau, que la matière reste hydrophile ou hydrophobe. Il y a beaucoup de facteurs. Quand on a fait des études, on a vu qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur l'hydrophilie et l'hydrophobie. Il y a des facteurs physiques, il y a des paramètres physiques, il y a des paramètres physico-chimiques et il y a des paramètres chimiques. Moi, j'aimerais bien parler un petit peu des paramètres physiques. Si on regarde, par exemple, une goutte sur une surface métallique, là, je ne sais pas si ça se voit bien, j'ai une surface, Clémentine, tu me diras. Je vais mettre une toute petite goutte sur la surface. Là, tu peux pencher un peu vers nous? Si ça se voit. Ça se voit. Voilà. Du coup, on a mis une goutte sur la surface et on fait quelque chose. On étudie l'angle de contact de la goutte avec la surface. Et du coup, les chercheurs, ils ont fait cette étude et ils ont compris si cet angle de contact est plus grand que 90 degrés, comme vous voyez à gauche, la matière est plutôt hydrophobe. Et si cet angle de contact est très petit et l'eau, elle s'étale bien sur la surface, c'est une matière hydrophile. Et là, tout ça. Oui, pardon, il y avait le chat qui miaulait, donc j'ai coupé mon micro. Excusez-moi. Du coup, c'était ça. Je voulais dire, si vous pouvez faire un test, si vous mettez une goutte sur une surface et qu'elle s'étale, alors la goutte, elle aime bien cette matière, elle s'étale, elle veut en profiter le plus possible, alors la matière, elle est hydrophile. Par contre, si la goutte, elle s'étale pas du tout, elle reste sous forme de goutte, un peu comme là, je mis sur la plume, elle reste vraiment sous forme de goutte, elle veut pas s'étaler, alors dans ce cas, on peut dire que la matière, elle est hydrophobe. On continue avec Très bien. Et du coup, on peut étudier l'angle de contact pour savoir si la matière a comportement hydrophilie ou hydrophobie. Si cet angle de contact est très grand, on peut dire que la matière est super hydrophobe. Est-ce que tu peux montrer la suite, s'il te plaît, Clémentine? En fait, toutes ces recherches ont avancé jusqu'à l'invention de microscopes électroniques. Là, on voit sur ces deux images, oui, c'est vrai que la première, c'est sur une surface en téflon, et on voit que la goutte d'eau a un angle de 100 degrés, donc c'est hydrophobe. Hydrophile. Et sur l'autre, c'est hydrophobe. Celle du haut, c'est plutôt hydrophile, et celle du bas, hydrophobe. Comme l'angle est plus grand que 100 degrés, du coup, c'est hydrophobe. Oui. Disons que celle du haut, elle est plus hydrophile que celle du bas. Pardon. Voilà, tout à fait. Et sur la surface en bas, c'est une surface de silicone qui a été traitée
et on voit que la goutte d'eau a fait un angle de 160 degrés. Donc, on voit très bien que la goutte reste sous forme sphérique. Du coup, c'est plutôt une matière super hydrophobe. Alors, du coup, j'étais en train de dire qu'on a inventé les microscopes et on a réussi de voir, par exemple, les feuilles de lotus qui ont ce comportement très bizarre, qui sont hydrophobes, avec les microscopes électroniques. Et au contraire de ce qu'on voit, que la feuille est quasiment, c'est carrément lisse quand on touche. En vrai, si on le regarde, si on zoome et on regarde des petites surfaces, on voit qu'il y a des petites montagnes, des petites bosses sur la surface. C'est-à-dire, la feuille de lotus n'est pas du tout une surface lisse. À l'échelle microscopique, quand on regarde avec un microscope, c'est-à-dire 1 million de fois plus petite que 1 mètre, on voit qu'il y a plein de petites bosses sur la surface de feuille de lotus. Et Clémentine, tu peux nous montrer qu'est-ce qui se passe si on fait couler l'eau sur la feuille de lotus? Ouais. C'est en bas à droite que vous voyez. Voilà, regardez bien. Du coup, quand la goutte d'eau tombe sur la feuille de lotus, ça glisse dessus, ça rentre pas dans les bosses, parce que justement, l'air il est hydrophobe et les gouttes d'eau, ils ont la tendance de rester bien sphériques. Et sur les bosses de la feuille de lotus, il y a une matière quand même un petit peu cirée, hydrophobe, qui fait reculer un petit peu l'eau. Et du coup, l'eau glisse tout à fait sur sa surface et ça enlève aussi les poussières et les saletés sur la feuille. Et voilà. Et donc là, vous comprenez qu'en fait, à la surface, la surface est aussi importante que les molécules qui composent. Par exemple, l'huile et l'eau, ce qui va jouer, ça va être les molécules qui sont dans l'eau et les molécules qui sont dans l'huile, qui ne s'aiment pas du tout au niveau de la chimie, qui ne sont pas compatibles chimiquement et qui n'ont pas très envie d'entrer en contact. Mais en plus de ça, il y a aussi l'organisation géographique. Bref, je sais pas le bon mot, mais la manière dont est organisée la matière qui joue et qui rend la matière plutôt hydrophile ou plutôt hydrophobe. Et je vous propose que pour terminer, que vous puissiez poser vos questions parce qu'on en a quelques-unes. On accueille David Kéré, donc hop, voilà, qui est juste là. Qui est chercheur de laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes à l'École supérieure de la physique et chimie industrielle de Paris, le SPCI. Bonjour David et merci d'avoir accepté d'être nous et désolé pour le retard qu'on a pris. Bonjour à tous, je suis très content de vous voir. Donc, alors, quand on a discuté, la première chose que vous vouliez, c'était qu'on vous pose les questions qui avaient été posées par rapport au sujet. Et comme vous travaillez peut-être a priori sur l'hydrophilie, l'hydrophobie, on ne sait pas, mais bon, vous êtes plutôt en rapport avec le thème a priori. On a 2 questions qui sont ressorties. Voilà, on a la question, est-ce que vous savez qui est le plus hydrophobe entre ce sable que j'ai montré tout à l'heure, donc qui est un sable super hydrophobe, et la feuille de lotus dont on a parlé juste avant? Est-ce que vous savez? Alors, c'est une question à laquelle on ne peut pas vraiment répondre parce que ça dépend de ce qu'on appelle hydrophobie. Tout ce que vous avez raconté était très clair, mais il n'y avait qu'un seul critère. On pose de l'eau, on regarde ce qui se passe. Et en fait, il peut se passer des choses très différentes quand on parle de l'eau. Ça peut être de l'eau à toute petite échelle, par exemple la buée, de l'eau à plus grande échelle, par exemple la pluie, et ainsi de suite. Et c'est très difficile de dire qu'il y a une surface qui serait plus hydrophobe sur un seul critère, par exemple vis-à-vis de la buée ou vis-à-vis de la pluie. Et c'est pour ça qu'il y a autant de possibilités dans la nature qui ont été développées. C'est parce que pas du tout la même chose d'être un animal qui essaye d'échapper à l'eau. Il y a un animal très connu qu'on appelle quelquefois l'araignée d'eau. Elle marche sur l'eau, c'est tout à fait extraordinaire. Et en même temps, c'est un peu paradoxal, mais elle cherche à échapper à l'eau parce qu'il ne faut surtout pas qu'elle rentre dans l'eau. Sinon, elle coule. Voilà. Et donc, pour cet animal-là, qu'on appelle un peu plus scientifiquement le géris, eh bien, combattre l'eau, c'est combattre l'eau plate, c'est combattre aussi les vapeurs d'eau qui s'échappent de la mare où elle vit. Et donc, il y aura
pour le géris, un degré d'exigence absolument extraordinaire. Il faut savoir repousser l'eau sous des tas de manières. L'eau vapeur, l'eau à toutes petites gouttes, le brouillard et l'eau énorme, si on peut dire, de la mare. Donc voilà un exemple, et c'est comme ça que peut-être qu'on arrive mieux à définir les matériaux les plus hydrophobes, c'est quand on s'aperçoit, premièrement, que votre vie en dépend. Alors ça, c'est sérieux, c'est-à-dire que le sable, bon, ben, c'est pas très grave ce qui lui arrive finalement. Le géris, lui, il faut qu'il sache échapper à l'eau. C'est bizarre puisqu'il vit sur l'eau, mais enfin, il a choisi cette vie pleine de contradictions. Et à ce moment-là, quand on considère ce que je vais appeler les fonctions, c'est-à-dire fonctions anti-brouillard, fonctions anti-pluie, fonctions anti-mare, on s'aperçoit que pour ce petit animal-là, il y a énormément de fonctions à satisfaire. Et donc lui, sûrement, et quand je dis sûrement, ça a été vérifié d'ailleurs, il est très, très, très hydrophobe. D'accord. Du coup, il y a une question sur quelle serait la matière la plus super hydrophobe. En fait, on ne peut pas vraiment répondre à cette question comme ça, mais c'est en étudiant la globalité, un peu comme on pourrait dire, le géris est super, super hydrophobe parce qu'il a dû s'adapter pour survivre avec plein de fonctions super hydrophobes différentes. Oui, alors c'est une question qui, malgré tout, on a le droit de la poser, c'est-à-dire que d'abord, on a le droit de poser toutes les questions, mais c'est une question qui est intéressante de savoir qu'est-ce qui est encore plus hydrophobe que le sable magique dont vous avez parlé, et sûrement la patte du géris l'est. Il y a un autre exemple qui a été découvert assez récemment, qui est un peu bizarre, parce que là, on s'y attend moins, c'est les ailes des cigales. Les ailes des cigales sont extraordinairement hydrophobes. Et elles arrivent à repousser la buée. Et il semblerait que la raison, c'est parce que la cigale est un assez gros animal, un peu balourd, qui ne vole pas très bien, et donc qui est la proie des oiseaux assez facilement, et d'autres prédateurs, et donc il nous faut se cacher. Alors, la cigale a à peu près la couleur du tronc sur lequel elle se met, mais les ailes pourraient la trahir. Et donc les ailes doivent être extrêmement transparentes. Et pour assurer cette transparence, il y a des toutes petites textures. Alors là, ce n'est pas une propriété d'hydrophobie, c'est une propriété optique. Mais si jamais il y avait de la buée, à ce moment-là, ça deviendrait blanc et la cigale est visible. Donc il faut être aussi anti-buée, il faut être capable de repousser l'eau à l'échelle du millième de millimètre, à des toutes petites échelles, ce qui est beaucoup plus difficile encore que pour le géris. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le matériau le plus hydrophobe connu, c'est peut-être l'aile de la cigale. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, d'autres questions pour David? Sinon, moi j'en ai. Parce que j'ai l'impression qu'on a parlé là, dans les exemples les plus super hydrophobes, mais en fait c'est des exemples qui viennent de la nature, qu'on observe sur des animaux. Mais du coup, nous, quels matériaux on utilise? On essaye de s'inspirer des matériaux qu'on observe dans la nature pour recréer des choses. Comment ça se passe? Il se passe des choses dans tous les sens. Il peut se passer des choses où il y a des inventions dans les labs qui se font. Par exemple, j'ai des collègues qui ont réfléchi à repousser, plutôt que repousser l'eau, repousser l'huile. C'est beaucoup plus difficile de repousser l'huile que repousser l'eau, parce que l'huile s'étale beaucoup plus facilement sur les solides. En général, quand vous mettez de l'huile sur, je ne sais pas, une table, elle s'étale beaucoup, alors que l'eau, elle reste quand même un petit peu en boule, disons. Même si c'est ce que vous appelez un boule aiguë, bon, malgré tout, ça. Alors que l'huile, elle s'étale vraiment beaucoup. Alors, repousser l'huile, ça paraît beaucoup plus sérieux. Et donc, ça, c'est une question qu'on se pose. Et ensuite, on réfléchit à comment y arriver, avec des petites textures aussi, bon, avec beaucoup d'imagination. Et ces amis et collègues chercheurs ont fini par réussir à trouver des matériaux qui repoussaient l'huile. Et ça ne s'inspire pas de la nature. D'accord. Mais à l'inverse, quand on regarde la nature et qu'on voit le catalogue extraordinaire de possibilités qu'elle fournit, alors, deux idées. La première, c'est de comprendre pourquoi la nature fait ça, pourquoi est-ce que le chou est hydrophobe, super hydrophobe, on ne sait pas très bien, pourquoi le ginkgo biloba est super hydrophobe. Donc il y a une question même là de biologie qui est très intéressante. Donc c'est une question de curiosité, mais qui peut amener des réponses inattendues. Et puis il y a tout ce qu'on appelle l'aspect biomimétique, c'est-à-dire on s'aperçoit que l'aile de cigale dont je parlais tout à l'heure est fantastiquement hydrophobe, et en plus qu'elle est
anti-reflet, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est des doubles fonctions, et on se dit soudain, et ce qui serait formidable, c'est d'avoir des verres de lunettes qui soient comme ça, parce qu'à ce moment-là, sur mon verre de lunettes, j'ai une transparence qui est plus grande, puisque c'est aussi anti-reflet, et par ailleurs, je suis anti-buée, donc je suis gagnant-gagnant, je suis gagnant de tous les côtés. Alors à ce moment-là, on a vraiment envie de s'inspirer de la nature, de savoir reproduire cette propriété, et bien sûr de la comprendre. Donc voilà, ça va dans tous les sens, on cherche des solutions nouvelles, on regarde la nature, et soudain on se rend compte que ce qu'on voit dans la nature peut servir à fabriquer quelque chose qui peut nous être utile. Du coup, on a une autre question. On a parlé de la matière la plus super hydrophobe. Est-ce qu'il y a une matière autre que l'eau qui serait la plus super hydrophile? Ça dépend un peu. Tout à l'heure, quand vous avez parlé d'hydrophilie, vous avez montré des choses qui sont en effet mais assez différentes les unes des autres. C'est-à-dire que l'hydrophile peut avoir au moins 3 sens. Le premier sens, c'est l'eau s'étale directement à la surface. Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, mais c'est très beau à voir. Moi, j'ai visité un jour une usine qui fabrique du verre. Et alors, vous avez le verre qui sort du four. Il refroidit assez vite, donc c'est pas qu'il est chaud, mais il est tout neuf. C'est un verre qui n'a encore jamais servi, qui n'a encore jamais été exposé à l'air qui est autour de nous. Vous posez une goutte d'eau dessus, et il se passe quelque chose d'absolument miraculeux. L'eau s'étale complètement. En fait, très vite, on ne voit plus l'eau, parce que l'eau épouse le verre, et par conséquent, comme l'eau a à peu près la même transparence que le verre, c'est comme s'il n'y avait plus d'eau. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment très, très remarquable. Imaginez que les pare-brises d'automobiles aient cette propriété, et bien là, il n'y a plus besoin d'essuie-glace, parce que l'eau fait un film d'eau à la surface du pare-brise, et vous voyez parfaitement, il y a de l'eau, mais elle ne vous gêne plus. Ce qui vous gêne, c'est que c'est des gouttes. Mais si c'est ce qu'on appelle un film, c'est-à-dire continu, ça ne vous gêne plus. Donc voilà un exemple d'hydrophilie où je n'ai pas besoin d'avoir des petits trous, comme dans un tissu, où je n'ai pas besoin d'avoir les molécules dont vous avez parlé, pour les couches-culottes, par exemple, où j'absorbe. Et ça, c'est la plus belle hydrophilie. C'est l'hydrophilie qui n'a pas besoin d'autre chose que d'elle-même, en quelque sorte. Et je dirais que voilà un but magnifique qu'on peut essayer de poursuivre. Comment faire des pare-brises qui soient très hydrophiles, comment faire des matériaux sur lesquels l'eau s'étale absolument. Et c'est évidemment la question qui est le contraire de la question, comment faire pour que l'eau ne s'étale pas du tout. Et on aime répondre à ces deux questions. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent? Pour l'instant, on n'a pas d'autres. Pania, est-ce que du coup, tu as une question? Parce que, on va dire qu'il reste encore 3 minutes. Oui. Voilà, moi j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu des recherches actuelles par rapport à ce sujet. Qu'est-ce qui se passe dans les laboratoires? Vous faites quoi par rapport à ce sujet? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton travail et le travail de ton équipe de recherche, justement? Alors, Pania est très généreuse avec moi parce que c'est très dangereux de demander à un chercheur de parler de son travail. En général, pendant 1h30 ou 2 heures, parce qu'il est tellement content de parler de son travail, il est dans son laboratoire et soudain il sort de son laboratoire et il est très heureux qu'on ait de l'intérêt pour ce qu'il fait. Bon, je vais essayer de ne pas me comporter comme ça. Et puis parce qu'on peut aussi faire des réponses assez brèves. Je dirais 2 choses. Je dirais une chose générale et puis une chose particulière. La chose générale, c'est que ce secteur, qui est à la fois regarder la nature, comme on l'a dit tout à l'heure, regarder des matériaux qui ne sont pas forcément des matériaux naturels, et puis regarder des fonctions, c'est-à-dire regarder des applications, eh bien, vous sentez bien qu'il y a tellement d'approches possibles que c'est un domaine où il peut se passer beaucoup de choses. Et moi qui travaille dans ce domaine, je dois dire que c'est un des très grands plaisirs que j'ai à y travailler, c'est qu'il y a énormément d'équipes dans le monde qui travaillent sur ces sujets. Et ça veut dire une chose très positive, qui est qu'il se passe beaucoup de choses nouvelles. Une chose peut-être un peu moins positive, ça dépend de la mentalité que vous avez, qui est beaucoup de compétition. Toutes ces équipes, évidemment, aimeraient bien trouver quelque chose d'intéressant avant l'équipe chinoise, l'équipe américaine, l'équipe anglaise, l'équipe allemande, l'équipe japonaise, l'équipe israélienne. Là, je cite les principaux pays où il y a une recherche très active sur ces sujets. Donc ça, c'est ma réponse très générale, mais elle est trop générale. C'est-à-dire, vous vous dites, bon, bah, très bien, ces gens cherchent des choses, mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Alors,
je pourrais donner des exemples de certains collègues. Par exemple, certains de mes collègues qui ont trouvé que l'aile de cigale était particulièrement intéressante, mais égoïstement, je vais me replier sur notre propre recherche et je vais vous montrer un exemple de questions qu'on peut se poser. On vous a dit tout à l'heure qu'il y a des matériaux qui peuvent être super hydrophobes. Ça veut dire que l'eau reste en boule dessus. Ça, c'est un point de vue. Mais il y a un autre point de vue qui est de dire, plutôt que de dire l'eau reste en boule dessus, l'autre point de vue, c'est de dire l'air s'étale dessus. Et vous voyez bien que c'est équivalent, c'est-à-dire que si l'air préfère rester au contact avec ce matériau, eh bien l'eau est forcée de rester en boule. Donc l'air, on peut oublier dans cette description, mais vous avez la feuille de lotus, par exemple, vous avez l'eau, mais autour, il y a l'air. Et il existe. Et dire que le matériau refuse l'eau, pardon, c'est de dire exactement de la même manière qu'il accepte l'air. Et nous, c'est un point de vue qui nous intéresse beaucoup en ce moment. Et puisqu'on vous a construit ces mots compliqués, hydrophobe, hydrophile, eh bien, je vais en construire un autre. Si un matériau est hydrophobe, il n'aime pas l'eau, c'est qu'il est aérophile, et qu'il aime l'air. Et vous allez me dire, ben, c'est un jeu de langage, on se croirait dans une pièce de Molière, si vous voulez. Vous avez un savant, ou un pseudo-savant, enfin moi en l'occurrence, qui vous fait des grands mots, mais à quoi ça sert? Est-ce que c'est juste des grands mots? Eh bien non, de changer de point de vue, de dire aérophile au lieu de hydrophobe, tout de suite conduit à quelque chose de nouveau. Si vous mettez ces matériaux hydrophobes, super hydrophobes, dans l'eau, vous les immergez, vous les forcez à rentrer, un peu comme le sable magique tout à l'heure, eh bien comme ils sont aérophiles, ils vont garder de l'air sur eux. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et j'ai envoyé à vos organisatrices tout à l'heure un petit film qui vous montre ça dans la nature. Et ce petit film, et peut-être on finira avec ça, il est assez court, c'est la vie d'un animal absolument extraordinaire qui s'appelle l'argironnette. Donc l'argironnette est une araignée, et la voilà, elle descend de la surface de la mare où elle habite, et cette araignée, eh bien, elle habite sous l'eau. C'est très très bizarre de faire ça. Elle habite sous l'eau alors qu'elle a tout d'une araignée terrestre. Elle a besoin de respirer. Comment fait-elle? Eh bien, elle a un abdomen qui est super hydrophobe, ça c'est le point de vue qu'on vous a développé tout à l'heure, et qui est donc super aérophile. Naturellement, il se couvre d'air. Et donc, elle va à la surface de la mare, elle pêche, si on peut dire, de l'air, elle descend dans la mare, et là, elle se construit une maison en air. Ce que vous voyez, peut-être on pourrait remettre le film, cette espèce de grosse bulle, c'est le nid de l'araignée. Cette vie, c'est de la folie pure, hein, puisque une bulle dans l'eau, elle veut remonter, bien sûr. Donc ça paraît complètement aberrant de faire ça, mais c'est le choix qu'a fait la nature. Elle est forcée de faire ça. Donc elle bloque cette bulle avec des plantes, c'est pour ça qu'il y a des plantes autour, elle choisit un bon endroit pour que la bulle, certes, ait envie de remonter, mais soit bloquée par les plantes, et elle, patiemment, il n'y a que la femelle qui travaille d'ailleurs chez les argironnettes, le mâle, lui, il est quelque part en train d'attendre que la maison soit construite, il est très paresseux. Eh bien, la femelle remonte à la surface, va chercher, moi ce que j'aime bien appeler une petite brique d'air, et elle incorpore la brique d'air dans la maison en construction, elle fait ça à peu près 20 fois, et quand elle a fait ça 20 fois, la maison est assez grande pour accueillir l'argironnette, pour accueillir monsieur argironnette, le mâle, qui arrive paresseusement habiter la maison. Et vous voyez que là, il se passe énormément de choses qui sont intéressantes à étudier. C'est impressionnant. Des choses du point de vue de la biologie, bien sûr, mais aussi du point de vue de la physique, c'est-à-dire cette possibilité qu'elle a de capturer de l'air, de sortir de la maison sans emmener trop d'air, d'aller à la surface et de prendre beaucoup d'air. Au contraire, elle fait des choses qui sont absolument magnifiques du point de vue de la science. Impressionnant. Et merci, effectivement, je pense qu'on va s'arrêter là. Quentin, on va poser la question peut-être juste par hasard pour finir, et après on vous laisse tranquille, promis. Est-ce que vous savez ce qui se passe si on met du sel là-dessus, du sel sur cette poudre? C'est la question de Quentin. C'est une très belle question, parce que le sel, il est aussi très, très hydrophile, donc il risque de pomper l'eau qu'il y a dans la poudre. Ça, c'est un premier effet qu'il peut avoir.
Mais un sel, ça peut aussi jouer sur la molécule dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est la molécule absorbante. Ça peut changer un peu sa conformation. Donc, il se pourrait que, je ne sais pas, qu'on vide qu'on effondre cette molécule sur elle-même. Mais moi, je ne crois pas que ça se passera, parce que dans ces molécules absorbantes, les gens ont pensé au rôle du sel, parce que justement, un bébé qui fait pipi, eh bien, ce n'est pas de l'eau qui sort, c'est quelque chose de plus compliqué. Il y a des sels, et donc il faut que ça garde malgré tout les propriétés absorbantes. Okay. Donc, je crois que la réponse à cette question difficile, c'est il risque de ne pas se passer grand-chose, même s'il pourrait se passer un certain nombre de choses. Ok. Eh bien, merci beaucoup, David Quéré, d'avoir été parmi nous. Merci. C'était vraiment super intéressant. Enfin, en tout cas, pour moi, cette petite vidéo d'araignée est passionnante. Et puis, tout ce qui a été dit aussi avant. Et alors, on va revenir sur un plan où on voit Pania et moi plus en gros. Juste pour vous dire que du coup, on va vous dire au revoir maintenant. Mais on ne va pas s'arrêter là parce que Confine ta science, ça continue la semaine prochaine. Ce sera la dernière séance en live mercredi prochain. Donc soyez nombreux et nombreuses à être là. Mais vendredi, on a comme d'habitude le rendez-vous avec les chercheurs et les chercheuses, avec une chercheuse. Donc vendredi, si vous voulez vous inscrire comme d'habitude pour la rencontre sur Zoom, c'est encore possible. Donc ce sera une dernière rencontre avec les chercheurs et chercheuses pour Confine ta science. Et du coup, puisqu'on arrive à la fin de Confine ta science, il y a quelque chose qui est important pour nous. Et c'est pour ça qu'on va vous solliciter. On a fait beaucoup de choses avec toute l'équipe, avec Pania, Arnaud, Maxime, Paul et Alice qui faisaient les réservations. Et on aimerait un petit peu avoir vos retours et votre avis sur ce qui s'est passé et ce qui se passe encore, hein, parce que c'est pas fini. Hein, restez avec nous jusqu'à au moins mercredi prochain, voire vendredi prochain. Hein. Il y a encore une semaine, jusqu'à fin juin en fait. Mais du coup, on aimerait commencer à recueillir vos avis, évaluer un peu notre action qu'on a mis en place pendant le confinement. Au début, on ne savait pas du tout faire ces animations par Twitch, en direct, sur Internet. On a dû apprendre plein de choses. Et du coup, savoir un peu ce que vous en avez pensé. Alors, on va vous mettre maintenant dans le lien dans le chat, on va vous mettre un lien vers un questionnaire qu'on vous enverra aussi par mail si vous êtes inscrit, si vous avez une fois été inscrite à Confine ta science. On vous invite s'il vous plaît à le remplir. Alors attention, de manière un peu spécifique, si vous êtes plusieurs derrière votre écran à nous regarder, on aimerait bien que chacune des personnes derrière son écran remplisse le questionnaire. Promis, ça prend pas longtemps, c'est que des cases à cocher. Et si vous voulez nous faire un commentaire, vous pouvez. Mais ça nous permettra à nous d'en savoir un peu plus sur ce que vous avez ressenti. Comme nous, on ne vous voit pas du tout. On est derrière notre écran. On n'a pas l'habitude de ça, d'habitude en médiation, on a l'habitude de voir nos publics, de pouvoir discuter avec vous et d'échanger, etc. Donc c'est juste pour qu'on puisse un peu évaluer ce qu'on a fait pendant toute cette période de confinement et de crise sanitaire qui continue. Donc voilà, si vous pouvez juste passer 5 minutes chacun et chacune à remplir ce questionnaire, ça serait vraiment très précieux pour nous, pour qu'on puisse améliorer et puis avoir un peu des retours sur ce qu'on a fait, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. C'est anonyme, alors dites-nous aussi si ça ne vous a pas plu. Voilà. Pania, on rajoute une dernière chose ou pas? Non, moi j'aimerais bien remercier d'être avec nous. Et ben voilà. Ah ben, super. Et comme d'habitude, on vous met aussi le lien vers un tableau avec des ressources pour aller plus loin dans la vidéo. Pour aller plus loin sur le contenu, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et on vous dit à vendredi ou à mercredi prochain. Très bonne fin de journée. Et si vous l'avez déjà fait, oui, bah super, il a été envoyé par mail. Donc, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.